Magazine. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée, mais très particulièrement pour parler d'Octobre Rose. C'est quoi Octobre Rose? Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est un mois dédié pour la lutte du cancer du sein qui frappe beaucoup de femmes dans le monde et encore plus en République démocratique du Congo. Comment en sortir? Comment en parler? Beaucoup n'arrivent pas à le faire, mais ce jour, j'ai le plaisir de recevoir pour vous une invitée qui a connu, qui a été frappée par ce fléau, qui a été frappée par cette maladie, je dirais même démoniaque, parce qu'elle est tellement méchante, mais qui en est sortie vivante. Elle, c'est Karine Nanikian. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. Elle est présidente de l'association Espoir pour elle. Elle qui, elle, femme. Je lui dis bonjour et je lui souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour maman Julie. Est-ce que vous avez à ajouter sur ce que j'ai dit de vous? Non, c'est bon. Vous êtes président de l'association, certainement parce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé, on va en parler. Mais est-ce que vous avez une autre casquette? Est-ce qu'on vous connaît sous une autre casquette? Est-ce que vous faites autre chose que aider ces femmes qui sont en plein cancer du sein? D'accord. À la base, j'ai un parcours de directrice de ressources humaines, donc dans la gestion des ressources humaines. Okay. J'ai 14 ans d'expérience dans le métier. Okay. Et j'ai été récemment nommée par le ministre Boudimbu, ministre des Sports, comme étant l'administrateur gestionnaire adjoint en charge des finances du Stade de Martyrs. Donc je suis sortie du secteur privé pour embrasser le secteur public. Et ça vous va? Oui, j'aime beaucoup, j'apprends vite. C'est un nouveau domaine. Je suis dans les sports et j'apprécie la dynamique que nous avons de redorer l'image du Stade de Martyrs, de redorer l'image du sport en RDC. Alors c'est Éduc-Femmes, mais ça nous fait plaisir en fait, bien qu'on ne soit pas encore dans le vif du sujet, ça nous fait plaisir qu'il y ait une femme et une tête et qui quitte un secteur pour un autre et s'en sortent bien. Donc nous comptons sur vous femmes pour mieux faire. Merci. On va entrer dans le vif du sujet. Karine Nanikian, un jour se réveille, comme tous les jours, et constate qu'il y a un petit souci sur elle. Comment déjà détecter qu'on a un souci lié, qui pourrait être lié au cancer du sein? Le réflexe que devraient avoir toutes les femmes, c'est de pouvoir faire de l'autopalpation. Donc, après vos périodes, avoir l'habitude de faire de l'autopalpation. Loin de moi l'idée de dramatiser la question ou encore d'alarmer ou d'être une drama queen, mais c'est de plutôt avoir un réflexe de pouvoir, en se réveillant le matin ou sous la douche, de faire une autopalpation, voir si tout va bien. Et s'il y a un couac ou un souci où vous sentez un nodule, de ne pas tarder à aller voir les médecins. Ça peut être bénin ou malin, mais l'idéal, c'est de consulter des professionnels de santé. Alors, vous n'êtes pas médecin, mais puisque ça vous est arrivé, je vous pose cette question. Une femme, les glandes mammaires sont un peu en forme de, je dirais pas nodule, mais on sent qu'il y a une masse qui bouge et tout ça. Mais comment vous avez détecté, vous personnellement, comment vous êtes arrivé à détecter que ce n'était pas une glande mammaire, que c'était peut-être un nodule? C'est différent. C'est vraiment différent. C'est vraiment sous la douche. Je touchais mon sein gauche et là, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Un petit nodule. Je l'ai vraiment senti. Et là, je venais d'avoir mes 40 ans. Là, j'ai un peu tiqué. Je n'étais pas au pays, j'étais en mission de service. C'était vraiment 3 jours après mes 40 ans. Alors, je me suis dit... On se demande ça, c'est un joyeux anniversaire. C'était le 8 mars, parce que vraiment, je m'en souviens très bien, parce que j'étais en mission de service à Douala. Et là, je sens, il y a un truc qui ne va pas. Alors, je me suis dit, bon, comme je vais rentrer à Kinshasa, j'irai voir mon gynéco pour essayer de voir, parce que j'ai des antécédents en famille. Ma mère a développé un cancer du sein également. Elle est une warrior, une survivante. Ça fait plus de 8 ans. Elle est en vie, elle se porte très bien. J'ai dit, bon, je vais aller voir le médecin.
J'arrive à Kinshasa, la première chose, je vais à l'hôpital, je vais consulter mon gynéco. Il commence à faire des palpations. Il a dit, OK, pour en avoir le cœur net, tu vas faire une écho-mammaire et une mammographie. Bon, j'ai dit, bon, à 40 ans, il est conseillé de faire une première mammographie. Bon, c'est une occasion pour la faire. L'écho-mammaire a montré une dilatation des glandes mammaires. C'était l'interprétation. Je vais faire ma mammographie en ville ici. On confirme la dilatation des glandes mammaires. Donc, arrivé chez le médecin, il dit, OK, c'est rien de... La dilatation des glandes mammaires qui n'a rien à voir avec un cancer. Qui n'a rien à voir. Pour nos téléspectateurs. Non, rien à voir. Oui. Parce que, bon, je suis maman de 3 enfants. À l'époque, mon cadet avait 18 ans. Il a dit, bon, ça peut arriver, ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'enfant, ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est vraiment rien d'alarmant. Mais j'ai dit, docteur, vous savez que maman... Parce que en famille, il y a des antécédents. Oui. Il dit, non, 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 toi, c'est pas ça. Je dis, OK, tu n'as qu'à appliquer du Voltaren. OK. Tant mieux. J'ai appliqué du Voltaren, je pense, pendant 3 mois. Mais là, la douleur persistait et je me suis dit, je ne peux pas rester dans cet état. Au-delà du fait que vous avez comment dire, senti ce nodule, vous aviez aussi des douleurs. C'était des nodules accompagnés de douleurs. De douleurs. En fait, ce n'est pas des douleurs à vous mettre par terre, mais c'est... Un malaise. Un malaise. Vous sentez que vous avez mal. Je dormais par terre parce que la fraîcheur du carreau me faisait du bien. Et là, nous sommes au mois de novembre 2022. Je rentre à l'hôpital, j'ai dit, docteur, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, toi, tu es toujours une alarmiste. J'ai dit, docteur, non, il faut refaire la mammographie. Non, tu ne peux pas la refaire parce que tu as fait une mammographie au mois de juin. Donc, tu ne peux plus faire une mammographie au courant de la même année. On va te refaire une écho-mammaire. J'ai dit, je préfère. Pour en avoir le cœur net. Parce que j'avais mal. Ce n'était pas normal d'avoir mal. Je refais l'écho-mammaire et là, le médecin me dit, ah... C'est le même médecin? Non, ce n'était pas le même médecin. Okay. Le médecin me dit, ah, on dirait qu'il y a un nodule. J'ai dit, nodule? J'étais ici à 3 mois. Vous m'avez dit qu'il n'y avait rien. Comment, après 3 mois, je peux avoir un nodule? Non, ça peut arriver. Quand les femmes ont les seins denses, on peut ne pas voir des masses, mais sois tranquille, ça peut être bénin. Mais au fond de moi, je me disais que Karine, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y avait un antécédent en famille? Oui, le fait d'avoir un antécédent en famille m'avait vraiment ouvert les yeux. Donc j'étais vraiment une potentielle malade parce qu'il y a ce gène-là. Je ne sais pas dire si c'est un gène ou il y a le facteur d'hérédité. Oui. Ben, je me suis dit, je dois être très, très attentive à ces questions-là. Parce que je me suis dit, j'aurais pu rester dans la situation où ce n'est rien de grave, je continue à appliquer du Voltaren. J'aurais pu rester dans cette situation-là. Mais ayant vécu comme étant accompagnatrice d'une personne malade, ma mère, je me suis dit non, que je devais prendre la question très au sérieux. Je rentre voir le gynéco, il dit, OK, comme il y a le nodule, tu dois voir l'oncologue. On est au mois de décembre. Je vous assure que je n'avais vraiment pas le cœur à voir l'oncologue. J'ai dit non, je vais laisser l'année se terminer. On verra ça l'année prochaine. On verra ça en janvier. Bon, ce n'est qu'un mois. J'ai célébré la Noël avec mes enfants, avec ma famille, mais avec ce pincement au cœur que j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Arrivant en janvier, je vois l'oncologue qui me recommande d'aller voir le professeur Louyeye, une dame magnifique, au Kankokolo, pour faire la biopsie. C'est elle qui fait les biopsies au Kankokolo. J'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait des équipements de pointe à la clinique. Donc, elle me fait la ponction pour faire la biopsie et l'anapate. On me donne mon échantillon que je vais déposer au laboratoire. Donc, universitaire, à l'INRB? Non, au centre Les Baumas. Oui, à Limité. Oui, à Limité. Non, c'est sur Sendoué. Oui. Ils ont changé d'adresse. Oui, je suis allée... En fait, j'étais justement allée à Limité. Et puis, c'est de là qu'ils ont dit qu'ils ont changé d'adresse. Donc, vous pouvez imaginer déjà la psychologie que vous avez. Vous vous trimballez avec votre échantillon. Là, c'est pas évident. Non, là, c'est des prières, des intercessions. Et là, je n'en parlais pas parce que je ne voulais pas alarmer les gens. Il n'y avait rien de confirmé aussi. Voilà. Mais les gens qui me connaissent bien savaient qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que j'étais plus moi-même. J'étais tout le temps à l'hôpital. J'arrive, je dépose mon échantillon. On me dit, dans 10 jours, on va vous appeler. C'était les 10 longues journées de ma vie. En prière, en intercession.
C'était très difficile d'attendre les résultats. Mais dans mon cœur, au plus profond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je récupère les résultats, je rentre à l'hôpital, confirmé, madame, vous avez un cancer. Et là, c'est quoi votre réaction? Ah ben, je pleure. Sur le champ. Vous réalisez Je me suis lâchée. J'ai pleuré. Vous pleurez pourquoi? Parce que c'est une maladie comme les autres. Quand vous entendez cancer, c'est directement l'organisation des obsèques. C'est l'organisation des obsèques. Vous avez l'impression que le monde est injuste, que le soleil, le ciel tombe sur la tête. Et c'est un cancer. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de moyen cancer. Le cancer, on fonce tout droit vers la tombe. C'est un cancer. Et vous voyez le traitement, vous voyez... en fait, c'est votre vie qui défile. Qui chamboule en fait. Voilà. Mais alors, vous apprenez et vous faites quoi? Alors, vous rentrez, vous vous dites, je vais foncer avec le traitement, parce que certainement le médecin vous dit qu'il y a un traitement et tout ça. Vous vous dites, ok, je mords à l'hameçon, ou vous rétractez carrément? Non, quand j'ai eu la nouvelle, c'est vrai que j'ai eu plusieurs sentiments. La colère, pourquoi moi? La tristesse, mes enfants, ma famille, mes frères, le désespoir, les finances, parce que c'est un traitement qui coûte très cher, comment ça va se passer? Et là, j'ai dit non, je ne vais pas baisser les bras. Mais comme j'avais eu... je me suis dit que le docteur aurait pu découvrir déjà plus tôt que j'avais ça, ça aurait été différent. Je ne vais pas me faire soigner ici. J'ai refusé. Donc, j'ai pu me rendre à l'étranger, me faire soigner. Donc, j'ai recommencé tout le cycle. Et là, c'était confirmé, c'était un cancer triple positif. Parce qu'il y a deux types de cancers. Je ne suis pas médecin, mais il y a deux types de cancers. Il y a les triples positifs et les triples négatifs. Donc, j'arrive... mais quand même de stade 1, 2 2B. Donc, c'était vraiment une tonne. Parce que la masse était quand même assez... de 4 mm quand même. 4, ça se voyait vraiment. Et au toucher... Vous sentez la masse, il y avait des ganglions. Donc sous les selles, lever le bras, c'était tout un problème. Prendre la douche, faire passer la... Donc c'était vraiment... Vous sentez que il y a ce nodule-là, vous le sentez. Il est dans vous, vous le sentez. Et j'arrive là, le médecin me donne le protocole. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être 1 mois, je veux faire 1 mois. Non, non. Il dit non. C'est un traitement qui dure 1 an. 1 an! Bon, c'est vrai que j'ai accompagné ma maman, mais ça faisait longtemps. J'étais un peu confuse. Je commence la première chimio. Quand je commence la première chimio, c'était très, très, très difficile. Vous sentez comment? C'est comme si on vous injectait de l'eau glacée. Et après, je me suis dit, j'ai un mental très fort. Je me suis dit, bon, ça va aller, Karine, tu es forte, ça va aller. Je suis rentrée à la maison. Je crois que j'ai fait 2 jours sans même me laver. Ok. Je vomissais. Je ne mangeais pas. J'étais par terre. Au bout du 3e jour, j'ai dit, bon, je vais prendre mon courage. Je me suis levée. Et là, vous êtes seule, vous êtes accompagnée? J'étais accompagnée de ma fille et de ma petite sœur qui vivait à Istanbul, ma cousine qui vivait à Istanbul. Je ne voulais vraiment pas alarmer ou alerter les gens. Je n'aime pas qu'on ait pitié de moi. Je préfère... je n'aime pas vraiment qu'on ait pitié de moi. Mais c'était très lourd pour elle. Même pour ma cousine et ma fille, c'était très difficile de vivre ça. Ma première chimio a été dévastatrice. Combien de séances? Ça vous a coûté combien? Alors, et puis, comment vous vous retrouvez à Kinshasa? J'avais un cycle de 3 semaines. Donc, chaque 21 jours, je devais aller à l'hôpital pour une chimio. Mais sinon, je vivais ma vie normalement. Au bout d'une semaine... Alors, c'est que la première chimio qui a été très dure? Non, ou bien non, les 3 premières chimios. Okay. Parce qu'après, ils ont dû faire d'autres examens pour savoir quel type de cancer il s'agissait. C'était justement ce triple positif. Et ils m'ont donné des thérapies ciblées. Donc, c'est des chimios qui ne sont pas autant invasives que le médicament Doxal. J'ai oublié le nom. Mais en tout cas, les personnes qui sont en traitement savent de quoi je parle.
Donc, c'est ça. J'ai eu... ces 3 chimios étaient très, très difficiles. Au bout de 14 jours, je crois, je perdais mes cheveux. Donc, il suffisait de faire ça. Donc, en fait, je savais qu'on perdait les cheveux, mais je ne savais pas comment et tout ça. Bon, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur la chimiothérapie. J'étais tout le temps sur Internet, là, en train de regarder les avancées, qu'est-ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques. Alors, vous dormez, vous vous réveillez, vous trouvez vos cheveux sur l'oreiller. Alors, je me dis, c'est vraiment sérieux, ce truc-là. Je prends ma douche, je fais passer comme ça. Les cheveux restent sur les mains. Je vais chez le coiffeur. Je demande au coiffeur de me tendre. Rasez-moi carrément. Retirer tout. Et encore qu'ils ont tout retiré, mais pas totalement. Donc, les petits follicules, là, restaient sur le lit. Donc, j'ai pris moi-même le rasoir. J'avais la boule à zéro. Et au bout de 4 chimios, on me fait le PET scan pour voir si je n'avais pas de métastase. Dieu merci pour moi, parce que découvert précocement, de manière précoce, vous pouvez vous en sortir. Dieu merci pour moi, je n'ai pas fait de métastase. Alors le médecin me dit, ok, maintenant tu es prête à être opérée, parce que la masse a vraiment baissé, la chimio a vraiment fonctionné. Donc là, tu es prête pour te faire opérer. Et c'est là... Mais entre-temps, ma fille était partie, ma cousine était rentrée à Kinshasa, j'étais restée toute seule. J'étais à Istanbul. Toute seule pendant cette période-là. Je ne voulais personne parce que je perdais ma féminité, j'étais plus moi, j'avais perdu mes cheveux. Bref, j'avais envie de personne à côté de moi. Avant l'opération, j'ai dit, ok, ma mère peut finalement venir. Donc ma mère est venue, on m'a opérée. Mais avant l'opération, le chirurgien m'avait déjà prévenu. Il dit, ok, tu peux te réveiller avec ou sans ton sein. Je lui ai dit, je peux même perdre les 2 seins. Du moment que je reste en vie, moi, ça ne me dérange pas. Ah, vous étiez prête de perdre vos seins? En fait, lorsqu'on vous fait ce genre d'annonce, il faut accepter la maladie. Parce que c'est en fait là le problème avec beaucoup de femmes atteintes du cancer, c'est que enlever justement le sein ou les seins, je perds ma féminité. Et quand j'ai un homme, par exemple, il me regarde peut-être plus de la même manière. Donc, c'est tout ça, on se dit, bon, est-ce qu'ils ne valent pas mieux de garder le sein? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes? Alors, à ces femmes, je dis qu'il faut rester en vie, avec ou sans les seins, avec ou sans être amputé, perdre... C'est comme une grosse cicatrice, hein? Oui, c'est une grosse cicatrice. C'est une grosse cicatrice. Mais autant rester en vie pour ses enfants, pour sa famille, pour la société. Il y a tellement à faire. Mais en parlant de la société, justement, cette société a quel regard sur vous? Actuellement ou pendant que j'étais malade? Non, je parle des femmes en général. Pour celles, par exemple, qui perdent leur sein ou le sein. Non, je pense que... Le regard social, en fait, c'est ce qui fait souvent peur à ces dames de se dire « je suis atteinte d'un cancer », que ce soit du sein, du col de l'utérus ou je ne sais quel autre. C'est difficile de le dire parce qu'il y a le regard social. Ah bon, celle-là, elle n'a pas de sein et donc c'est comme si on devient une personne à moitié. Non, moi je dirais ceci, le cancer peut frapper n'importe qui. Ce n'est pas que la maladie des riches. Ça peut frapper n'importe qui. Et on doit cultiver cette culture de bienveillance parce qu'on ne sait pas ce que les gens traversent. Les gens ne savaient pas ce que je traversais. Je pense qu'on doit être bienveillant. Les hommes doivent être bienveillants parce que le cancer de sein ne frappe pas que les femmes. 1% d'hommes peuvent être atteints du cancer du sein. Je pense qu'il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant. Alors, vous rentrez à Kinshasa, le temps file. En fait, on m'opère, l'opération se passe très bien. Donc, je sors de la salle d'op. Avec vos 2 seins. Le premier réflexe, parce qu'en fait, le médecin m'avait déjà prévenu. Je me suis dit, bon, même si je perds, je lui ai dit, comme j'étais à l'étranger, si vous enlevez le sein, au moins, je veux faire après une chirurgie de la reconstruction pour au moins avoir les 2 seins. Il a dit, bon, on va voir pendant l'intervention s'il n'y a pas eu de métastase ou quoi. S'il n'y en a pas, madame, on va garder votre sein. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Alors, je signale que pendant toute cette période, je ne travaillais pas. Je venais de finir un contrat
qui n'avait pas été renouvelée. Et je me dis que Dieu savait pourquoi. Parce que moi, j'aime travailler. J'aime travailler au point où aller à l'hôpital, pour moi, c'était « Ah, mais j'ai des réunions. Je vais aller à l'hôpital, comment ?» Donc, j'étais focus dans ma carrière au détriment de ma santé. D'où je lance cet appel aux femmes du corporate qui travaillent. Lorsque vous avez un rendez-vous à l'hôpital, allez-y. En tant que RH, je le sais, lorsque vous partez, on vous remplace. Même lorsque vous êtes malade, on regarde déjà qui peut vous remplacer. Mais je ne pense pas qu'on peut vous remplacer dans votre famille. Non. Donc, lorsque vous avez des rendez-vous médicaux, mesdames, allez à l'hôpital. La caméra est là. Faut le leur dire. Mesdames, lorsque vous avez des rendez-vous médicaux, allez à l'hôpital. On peut vous remplacer au travail. Du jour au lendemain. Non, du jour au lendemain. Vous partez, on va nettoyer votre bureau et puis on vous remplace. Ce n'est qu'un numéro matricule, mais la santé, ça en vaut la peine. Alors, vous revenez à Kinshasa. Malheureusement, le temps passe très vite. Vous revenez à Kinshasa. Qu'est-ce que Kinshasa fait pour vous? Vous revenez avec vos deux seins. Est-ce qu'en quittant la Turquie, on vous déclare déjà guéri? Non. Je suis rentrée à Kinshasa parce que les coûts étaient énormes. Je ne vais pas donner le montant, mais une chimio, c'est énorme. Et j'ai fait plus de 6 mois et demi à Istanbul. Vous avez le logement, le transport qui coûte cher, vous avez l'hôpital, vous avez tout ça. Non. Une somme colossale. Oui. Je me suis dit non. J'ai dit à ma mère, je rentre. Non, j'ai dit non, maman, on rentre. Toi, tu n'es pas guérie. Ma maman s'était fait soigner à Kinshasa et en Afrique du Sud. J'ai dit non, maman, je veux rentrer. En fait, mon option était d'aller en Afrique du Sud, mais à l'époque, c'était difficile d'obtenir le visa pour l'Afrique du Sud. Donc, la facilité, c'était d'aller à Istanbul. On m'a opéré le jour de la francophonie. C'était ce jour-là que j'ai été opérée. Je suis rentrée à Kinshasa, j'ai fait une semaine après. Je rentre à Kinshasa une semaine après. Dieu merci pour moi, j'avais décroché un contrat. Je devais commencer au mois d'octobre, ce contrat-là. Alors, j'arrive à Kinshasa le 26 août. Le 25 août pour faire ma chimio le 28 août. Donc j'arrive directement à Nganda. Enfin, avant même d'arriver à Nganda. Vous êtes dirigé par qui pour le centre Nganda? J'avais appelé le docteur Batanasi, déjà pour lui envoyer mon protocole, et le docteur Mukenk. Oui. Je leur ai envoyé les médicaments. On peut même vous voir là sur oui, là c'est à Nganda, pendant ma chimio. Donc pendant mes chimios, je travaillais. Et là, je suis avec le docteur Soulou. Oui, à qui je dis encore tous les jours merci pour l'initiative qu'il a pris. Lui-même, c'est un survivant du cancer aussi. Oui. Là, c'est à la clinique Nganda. Oui, allez-y. Donc, une semaine après, vous devez avoir votre chimio. J'arrive, je fais ma chimio. Non, je suis arrivée le samedi et le lundi, j'avais déjà ma première chimio. Et je fais ma chimio. Et une semaine après, mon sein a repris à enfler. Non, là, je pense que je pensais que j'allais mourir. Et c'est arrivé un samedi. J'ai fait de la fièvre. Je me déshabille, je vois des rougeurs dans tout le sein. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit que c'est dû à quoi? J'en viens. J'arrive le week-end. Comme c'était le week-end, je ne savais pas faire d'échographie. Donc samedi, dimanche, j'étais shootée au tramadol, mais ça ne marchait pas. Tellement la douleur était... Vous avez l'impression que ça va exploser. J'arrive le lundi, on me fait l'écho mammaire, on voit une recollection d'eau. Mais ça arrive, les médecins m'ont dit que ça arrivait. Et là, j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire une ponction? Il a dit, non, on doit encore intervenir. Ah, mamie. La douleur était tellement intense. Parce que ça partait de là jusque là. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit, faites ça maintenant. Je suis allée en salle d'op. On a réouvert la plaie. Et non, j'ai eu très mal. C'est là que je me suis dit, Karine, tu es malade. Quand j'étais à l'étranger, je n'avais pas senti ça. Mais ça arrive. Les médecins m'ont dit qu'après une chirurgie, les recollections d'eau, ça arrive. Mais c'est dû à quoi? Un mauvais drainage? Parce que... En fait, je pense que mon drain à Istanbul, on l'avait retiré un peu tôt. Plus tôt, oui. Certainement. J'aurais dû rester longtemps avec le drain et j'étais pressée de rentrer en fait. Ouais.
Non, 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 non. Et de là, je rentre à la maison le lendemain avec mon pansement. Moi qui devais commencer le travail au mois d'octobre, bah, c'était un mercredi que j'avais eu cette intervention-là. Donc c'était parce que on m'avait fait l'écho le lundi et le mardi, le temps de voir avec l'anesthésiste, le chirurgien. Et mercredi, on m'a opéré. On m'a réouvert la plaie. Je ne sais pas si je vais appeler ça opération ou quoi, mais en tout cas, on avait réouvert la plaie. Vous étiez en salle d'op? J'étais en salle d'op, sous anesthésie générale. Et là, le vendredi, je reçois l'appel de mon nouvel employeur, qui avait prévu que je commence mon contrat au mois d'octobre. Mais là, il me dit, non, madame, vous devez commencer le travail lundi. Et là, vous revenez d'un voyage avec C'était très lourd financièrement. J'avais pas le choix. J'ai commencé à travailler avec ma plaie. J'allais au travail, j'ai commencé le travail beaucoup plus tôt, genre 5 jours. Mais c'était pas bon quand même, hein? C'était pas bon. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas le choix. Parce que vous avez des responsabilités, vous avez... voilà. J'allais au travail le matin, le soir je rentrais, comme je ne savais pas monter jusqu'à Nganda. On me fait signe qu'on n'a plus assez de temps, on va vraiment galoper. Donc vous vous faites réopérer. Et je continue les chimios. Vous continuez les chimios. Qui sont, je ne dirais pas gratuites, mais qui sont prises en charge par le gouvernement. Le gouvernement a un programme qui prend en charge la chimiothérapie. Et là, vraiment, je voudrais que vous vous adressiez droit à la caméra devant vous, que vous parliez justement à ces femmes qui sont ignorantes qu'on peut, comment dire, on peut se faire soigner ici au Congo et particulièrement au centre Nganda. Il y a des matériels, il y a le potentiel et tout ça. Vous qui avez vécu, qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui hésitent? Il y en a qui sont déjà conscientes qu'elles sont malades, mais bon, elles se disent, il n'y a rien à faire, le cancer égale à la mort, et puis même si je commencerai par où, j'ai pas d'argent. Oui. Bon, en fait, ce qui est pris en charge, c'est le traitement. Mais avant le traitement, il y a toute une batterie d'examens, mais qui ne sont pas gratuits. Et là, je lance vraiment un appel au gouvernement de pouvoir assister, parce que le cancer, c'est une maladie chronique. Et dans les années qui viennent, il y a des études qui disent qu'il y aura plus de cas de cancer. Et malheureusement, ça frappe tout le monde. Et les personnes de classe moyenne. Et pour ces personnes-là, c'est très difficile de faire des IRM, des scanners, des échos mammaires ou des mammographies. C'est un coût. Vraiment, je pense que mon message ici serait de demander au gouvernement de prendre en charge dans son entièreté les traitements du cancer de sein, en commençant par les examens, jusqu'à la fin, très coûteux, jusqu'à la fin, jusqu'à la guérison, je dirais, parce que même après, il y a des médicaments à acheter. Et ça reste un coût, ça reste un coût. Des médicaments à prendre sur minimum 5 ans. Oui. Et je suis sous traitement. Donc là, c'est un message que je lance particulièrement au gouvernement, la prise en charge totale et intégrale de cette maladie. Ce qui est déjà fait est louable parce qu'en Afrique centrale, il n'y a aucun pays qui prend en charge les cancers. Mais ici, tous les cancers sont pris en charge, pas que le cancer du sein. Il suffit simplement de vous rendre à la clinique Nganda et vous serez pris en charge. Et pour les femmes qui, aujourd'hui, sentent qu'elles ont un nodule, de ne pas perdre espoir. Moi, aujourd'hui, je suis un témoignage, je suis une survivante. Ma dernière chimio date du 15 avril 2024. C'est vraiment récent, c'est tout frais. D'où pour moi... Mais vous avez vos cheveux? Ils ont repoussé. Et là, j'ai un peu rajouté. Ah, d'accord. Mes cheveux, je pense que si vous mettez les images, vous verrez que j'avais perdu tous mes cheveux. Et je ne sais pas, mes cheveux ont repoussé pendant le traitement. Voilà. Et je n'avais pas perdu espoir. J'allais faire mes chimios, je mettais mon rouge à lèvres. Je ne voulais pas dramatiser la situation. Je savais que j'étais malade et je savais que j'allais guérir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui arrivent vraiment abattues. Dépressives, carrément. Dépressive et voilà, là vous verrez, c'était ma 4e chimio. J'avais plus mes cheveux et là ça commençait à repousser. Et là je travaillais, j'allais
faire mes chimios, ça ne m'a pas empêché de travailler. Je m'occupais, je ne pouvais pas rester les bras croisés à ne rien faire. On va en 1 minute parler de votre association. Alors, mon ASBL s'appelle Espoir. Il y a des femmes peut-être qui voudraient en faire partie. Où est-ce que vous êtes? Comment vous avoir et tout ça? Alors, mon association s'appelle Espoir pour elle. Pourquoi Espoir pour elle? Parce que je me dis, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Même si vous avez un nodule, même si vous avez un métastase, il faut avoir un mental fort. Parce que la guérison dépend aussi de comment est-ce que... Du mental. Au moins 40% de votre guérison dépend de comment est-ce que vous avez reçu cette maladie. Actuellement, l'association est en train de prendre vie. Je l'avais créée déjà depuis que j'étais à Istanbul. Je me disais non, je dois en parler. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont voir les praticiens. Et puis après, c'est en retard. Alors, nous sommes en train de nous installer parce que c'est maintenant, ce mois-ci, que nous commençons nos activités, descendre en entreprise pour faire de la sensibilisation. Mais sinon, sur Facebook, vous verrez Espoir pour elle. Sur Instagram, il y a Espoir pour elle. Vous pouvez nous contacter. Je suis vraiment réactive, très réactive. Voilà. Alors, il y a peut-être une question qu'on n'a pas touchée. Oui. Un message que vous auriez voulu faire passer, peut-être par une question que je n'ai pas posée avant de nous séparer. Je rentre dans le traitement. J'ai eu ma radiothérapie ici. Ah oui. Et cet équipement de pointe, on ne le trouve que en RDC. À Kinshasa, en RDC. Il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent pour se faire soigner. Et j'ai payé $0. Prise en charge par le gouvernement dans son entièreté. Non, on retient, fidèles téléspectateurs, que pour ceux qui ont des personnes malades, ou vous qui êtes malade, qui nous suivez, si vous avez un souci ayant trait au cancer, c'est vrai qu'au départ, il faudrait quand même payer des examens et tout, mais rendez-vous au centre Nganda, qui est à ma campagne, je crois, Kitambo, où il y a une équipe d'oncologues, mais vraiment, c'est maintenant ma famille. En tout cas, demandez le centre Nganda, c'est où? C'est un hôpital connu, en tout cas, et allez vous faire soigner. Aux femmes, je vais dire, comme disait notre invité tout à l'heure, 1 nodule, 2 nodules, 3 nodules, ce n'est pas le problème. Mais dès que vous vous rendez compte qu'il y a un souci, faites-vous dépister. Pour en avoir le cœur net, si c'est bénin, tant mieux. Mais si c'est malin, mettez-vous à genoux, mais au même moment, parce qu'on ne dit pas de ne pas prier. Non. Il y a des gens qui font un peu des confusions. Non. C'est soit je suis dans, comment dire, je reste dans la prière sans aller à l'église, à l'hôpital. Sans aller à l'hôpital. Moi, j'ai combiné. On fait les deux. Ouais. On fait les deux. Moi, jusqu'aujourd'hui, vraiment, j'ai éprouvé ma foi. J'ai vu le miracle, mais ça ne m'a pas empêché d'aller à l'hôpital. Nous bénissons Dieu pour cette femme forte que vous êtes, Merci. que vous avez été, d'ailleurs, surtout pendant votre maladie. Fidèles téléspectateurs, c'était tellement beau à entendre, mais des mains se lèvent pour me dire « Oh, il faut stopper, il faut stopper ». Donc voilà, on va s'arrêter par là. S'il vous plaît, prenez soin de vous, femmes. Palpez-vous vos seins tous les jours, pourquoi pas. Mais hommes aussi, aidez vos femmes, aidez vos conjoints, aidez, je ne sais pas, vos copines à justement prendre conscience de cette affaire et de faire route ensemble. Mais à nous, soutenons ceux qui sont malades, parce qu'on ne sait pas psychologiquement comment ils souffrent. Je vous souhaite de passer à... Ah oui, on me fait signe, le dépistage, c'est d'ailleurs la période. Ah oui, Octobre Rose, c'est le moment de se faire dépister. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui d'ailleurs le font gratuitement, le dépistage. Mais bon, si vous arrivez à un hôpital où c'est pas gratuit, payez, je sais que c'est pas, ça coûte pas non plus les yeux de la tête. Le dépistage, Octobre Rose, nous allons combattre et nous combattrons toujours ce fameux cancer de sein. Portez-vous bien d'ici là. Je vous retrouve très bientôt avec une autre invitée, mais surtout avec le même plaisir.